Si tu pouvais transformer ta vie en claquant des doigts, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Tu changerais quoi? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Provoque, c'est une impulsion. La mienne, peut-être la vôtre aussi. Bonjour, je m'appelle Morgane Cléré. Je suis entrepreneur dans la communication. Je ne suis donc ni coach, ni psy, ni prof, ni agrégé de philosophie. Je n'ai pas non plus la science infuse, mais j'ai mon expérience de vie et surtout, j'ai le goût des autres. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre et d'évoluer grâce à ceux qui ont trouvé les clés pour être épanouis et j'ai envie de vous en faire profiter. J'ai donc créé Provoque pour nous motiver à provoquer notre bonheur grâce aux conseils et témoignages de vie singulières de celles et ceux qui ont osé sauter des barrières et vaincre leur peur pour être plus heureux. Tout au long de chaque épisode, vous trouverez des outils, des exercices et des astuces à mettre en pratique au quotidien. Tendez bien l'oreille et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les petites clés du jour. Aujourd'hui, je retrouve Fanny à Avignon. À côté du feu de cheminée, un bon verre de vin à la main, elle nous explique sa prise de conscience avec le droit français et comment elle a réussi à changer de cap il y a 3 ans sans savoir réellement ce qu'elle voulait faire de sa nouvelle vie. Elle nous parle de son manque de passion et comment le fait de souffrir de ne pas avoir de temps pour elle au quotidien lui a permis de provoquer le changement et de quitter son job de juriste pour la médecine traditionnelle chinoise. Finalement, pour Fanny, il n'y avait qu'un pas entre la justice et le soin, celui de vouloir aider les autres. Pourtant, ça n'a pas été si simple d'en prendre conscience et de savoir revenir à l'essentiel. Je vous laisse maintenant découvrir l'histoire de Fanny. Bonne écoute! Je m'appelle Fanny, j'ai presque 38 ans. J'ai un mari, 2 enfants qui sont encore très jeunes. Je viens de la banlieue parisienne très proche de la Défense, où j'ai grandi. J'ai passé une bonne partie de ma vie à Paris en tant qu'étudiante aussi et en tant que dans le cadre de ma vie professionnelle. Puis j'ai rejoint ensuite celui qui allait devenir mon mari dans le sud de la France à Orange, où j'ai passé 6 ans. Et là, ça fait 2 ans que nous sommes installés en Haute-Marne, à Saint-Dizier. Donc Saint-Dizier, c'est à côté de quelle grande ville déjà? Aucune. C'est, j'exagère un peu, c'est entre Troyes, Reims et Nancy, c'est pile au milieu. Et à quoi ressemble ton enfance? Heureuse, des parents aimants, puis la Pologne, puisque je suis moitié polonaise et du coup c'est rigolo, c'est une vie entre la vie un peu bourgeoise que je pouvais mener en France et puis c'est quelques mois en Pologne où c'est vraiment une vie paysanne avec mes grands-parents paysans, agriculteurs. On allait faire les foins, on allait ramasser pommes de terre, les fruits, les légumes. Il y avait les vaches, il y avait les cochons. Enfin, c'était voilà des vies très différentes. Et du coup, tu parles polonais? Oui. Ah, ouais. C'est chouette. Oui, avec un accent français, mais quand même. Super. Et du coup, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Mon père était juriste puis directeur juridique. Il s'est arrêté de travailler il y a pas longtemps. Et ma mère, quand j'étais jeune, elle organisait des congrès. Et ma mère, en fait, n'a pas fait de hautes études. Elle a eu son bac en Pologne, puis elle est venue en France. Et quand elle est venue en France, elle a fait, elle a fait des ménages, elle a aidé des personnes âgées. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour pouvoir gagner de l'argent, puis donner une partie de cet argent à mes grands-parents polonais, parce que la vie était assez dure à cette époque en Pologne. C'était encore le communisme. C'était aussi la révolution en Pologne. Bien sûr. Voilà. Donc ton père dans un milieu juridique et du coup toi tu t'orientes, tu commences tes études aussi dans le droit. Oui, alors je sais pas si c'est consciemment pour ressembler à mon père ou inconsciemment plutôt pour ressembler à mon père ou en tout cas ce ne sont pas les raisons que je me suis trouvée à l'époque, mais plutôt je ne savais pas trop quoi faire de moi-même en fait. On m'avait un peu orientée vers les hautes études universitaires. C'était un peu un choix par défaut.
Je trouvais que ça avait l'air intéressant. J'ai pu accéder à un parcours un peu spécial où je faisais du droit anglais, du droit français, donc ça flattait un peu mon ego, je pense. Et voilà, je me suis lancée là-dedans aussi pour comprendre comment notre société fonctionne. Maintenant, je pense que si j'avais fait de la sociologie ou de l'économie ou de la philo ou de la psychologie, je pense que tout m'aurait tout autant intéressé, peut-être même un peu plus pour la psycho finalement, avec du recul. Voilà, j'en sais rien. J'ai fait ça et sans doute pour ressembler à mon père finalement. C'est peut-être ça la réponse, je ne sais pas. C'est marrant. Je crois que ton mari est militaire, enfin je crois pas, j'en suis sûre. Oui, tu peux en être sûre. Il l'est. Et dans ta famille aussi, donc il y avait quelques personnes qui étaient militaires. Ton frère aussi, je crois qu'il est militaire. J'ai rencontré mon mari grâce à mon frère, qui est également militaire dans l'armée de l'air. Donc le gène militaire a sauté une génération puisque mon père est l'antithèse du militaire, mais mon grand-père paternel a une carrière dans l'armée, il était très heureux dans l'armée de terre et son père à lui était un des premiers pilotes de l'armée de terre à l'époque. Donc c'était un des premiers pilotes militaires, on va dire, français. Ouais. Souvent on dit quand on vient d'une famille de militaires, on a eu pas mal de déménagements et tout ça, mais finalement toi en tant que ton papa était pas du tout militaire, donc t'as pas du tout subi ou en tout cas jusqu'à ce que tu te maries avec Fabien. Oui, en fait, j'ai découvert ça avec Fabien. Alors, c'est à moitié vrai quand même, parce que moi, j'ai toujours eu la bougeotte. Grâce à mes études de droit, j'ai quand même pu voyager. J'ai fait une année d'Erasmus en Angleterre. Après, quand j'étais à l'école d'avocat, j'ai passé 6 mois en stage en Inde, dans un cabinet d'avocats. Quand j'ai fini l'école d'avocat, j'ai été travailler presque 1 an et demi en Pologne. Donc moi j'aime bien bouger, c'est pas quelque chose qui me gêne, mais effectivement le fait d'avoir des contraintes comme ça, de déménager régulièrement parce qu'on nous l'impose en fait, oui c'est quelque chose que je vis depuis que je suis mariée. Oui, donc t'as l'habitude de changer de vie. Mais moi j'aime bien. En fait j'aime bien changer. Je trouve ça excitant en fait de prendre un nouveau départ, c'est bête mais même de trouver une nouvelle maison, je trouve ça hyper excitant de recommencer parce que quelque part, c'est aussi un moyen de se renouveler. Je trouve de se poser des questions sur la manière dont on vit, sur ce qu'on veut, certes, il y a des contraintes, mais ça nous offre des opportunités, ne serait-ce que de rencontrer de nouvelles personnes. Et pour moi, le dernier déménagement, du sud de la France à Saint-Dizier, ça m'a aussi permis de pouvoir m'investir dans des nouvelles études. Récemment, tu as choisi de créer le changement pour donner plus de sens à ta vie. C'est comme ça que tu me l'as dit, ouais. Tu me l'as écrit il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu aies envie de quitter une brillante carrière dans le droit? Merci pour le brillante. Je sais pas si c'est vrai. Alors, clairement, le droit, je trouvais ça intéressant, mais ça n'a jamais été une passion. Et c'est vrai que, pour le coup, quand on est étudiante en droit, on se dit qu'on va sauver des gens, faire du droit pénal, voilà, genre mon client est innocent, voilà. Il y a ce côté où on va changer un peu la face du monde, et puis finalement j'ai fait du droit des affaires, et j'ai fait des contrats, et c'est bien, c'est intéressant, intellectuellement, franchement c'est hyper satisfaisant, ce sont des choses compliquées, en plus je travaille beaucoup en anglais, donc ça complexifie un peu la chose de travailler dans une langue qui est pas la sienne. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'étais pas bien dans mon travail, donc par exemple quand j'étais avocate, il y a des périodes où c'était un peu trop stressant, un peu trop de travail, je me disais non mais il faut que je change, ça n'a aucun sens. Bref, je l'ai pas fait quand j'étais avocate, après j'ai travaillé en tant que juriste dans les énergies renouvelables, donc ça avait un sens. Pourquoi ça n'avait pas de sens à l'époque du coup? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Mais parce qu'on se met à la rate au courbouillon, très clairement, pour du fric. Et vraiment, c'est ça, pour que des gens gagnent plus d'argent. Et en fait, il y a un moment, le droit est devenu trop complexe, en tout cas en France et sans doute dans d'autres pays. Et quelque part, moi, ce qui me manque, je suis quelqu'un d'assez honnête et de direct aussi, c'est à un moment, on a envie de dire, arrêtez, on peut pas tout prévoir. Il y a un moment, si ça se passe mal, il faudra juste se mettre autour de la table et discuter. Et effectivement, quand on fait des contrats, on essaie de tout prévoir, mais c'est impossible. C'est impossible, et on part toujours du principe que la personne en face de nous va être de mauvaise foi. Et c'est quand même très triste de vivre comme ça. Et moi, je n'aime pas ça. C'est vrai, c'est de prévoir le risque en permanence. Mais tout le temps. Mais c'est pas possible, en fait. De jamais être en confiance, en fait. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est que on se dit que la personne en face de nous va nous arnaquer. Et la personne en face se dit la même chose, de nous.
que ça va mal se passer, que si ça se passe mal, il faut que ce soit l'autre qui paye. En fait, c'est pas ça la vie. Quand il y a quelque chose qui se passe d'imprévisible, tout le monde doit faire un effort. C'est ça la vérité. Ça, c'est ce qu'on aimerait tous dans le meilleur des mondes. Bah moi, on m'a toujours dit que j'étais une idéaliste, voire une utopiste. Je reste droite dans mes bottes. Authentique, t'as raison. Bon, j'essaye. Et donc, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a fait passer le cap d'arrêter le droit? Eh bien, en fait, je suis rentrée de congé maternité de mon deuxième enfant et ça s'est très très mal passé. J'avais changé de chef depuis 3 mois sans qu'on me l'ait dit, donc je l'ai assez mal vécu. Et honnêtement, c'était tendu. C'était tendu pour moi, pour elle, et malheureusement, on s'est pas entendu. Et par ailleurs, non, professionnellement, j'étais pas hyper heureuse. Et personnellement, j'avais 2 enfants en bas âge, donc je m'occupais beaucoup. Mon mari étant militaire, il y a des contraintes qui sont pas toujours négociables. Hein, c'est un peu différent du privé. Et à un moment, je me suis dit non, mais en fait, je peux pas continuer à être fatiguée à la maison et à être pas bien au travail. Donc, il me faut un truc pour moi qui soit vraiment personnel. Je savais que le droit, il y a un moment, il fallait passer à autre chose. Parce que là, je me retrouvais toujours même face aux mêmes problématiques. Donc certes, j'étais dans les énergies renouvelables, des contrats pour faire des beaux parcs éoliens, mais qui étaient devenus des produits financiers pour des banquiers. Donc là aussi, je me suis dit, bon, est-ce que ça a vraiment du sens? Enfin, finalement, qui j'aide? Un peu la nature, mais... Et voilà, je me suis dit, mais il faut que je change, il faut que j'ai quelque chose qui soit pour moi, qui soit un temps exclusivement dédié à ma personne, et en plus qui donne un sens nouveau à ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer, de me lancer dans un nouveau parcours. Alors c'est assez rigolo, je me suis lancée dans la médecine traditionnelle chinoise sans avoir jamais consulté un acupuncteur de ma vie. C'était un choix... En fait, c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Donc je savais qu'il fallait que je change, mais je savais pas ce que j'allais faire en fait. Et vraiment, j'en avais aucune idée. Donc je me suis dit, je vais faire un bilan de compétences. Donc j'avais commencé à lancer des démarches pour ça. J'avais rencontré une boîte qui fait des bilans de compétences. Et puis en parallèle, je réfléchissais. J'ai un ami très proche qui faisait du développement personnel et qui m'a lancé sur le Miracle Morning. Donc le matin, je me levais tôt en faisant du sport, en essayant d'écrire des choses sur moi, sur ce que je voulais. Et puis... voilà pour que j'ai ce temps, au moins cette heure le matin avant que tout le monde se lève, qui soit consacré à moi, à ce que je voulais dans ma vie, à mon bien-être en fait, personnel. Et en fait, c'est vrai que ça m'a mis sur la voie du changement de vie, quelque part en me disant qu'est-ce que tu veux faire? Mais en fait, je savais pas. Donc j'ai utilisé Google, parce que Google est mon ami, et j'ai tapé sur Google, je sais plus quoi exactement, mais en gros c'était qu'est-ce qu'on peut faire, quelles questions peut-on se poser quand on sait pas quoi faire de sa vie professionnelle. Et Google donne des réponses, c'est assez rigolo, mais Google peut nous aider. Et Google me disait dans un premier temps, mais qu'est-ce que tu aimerais faire si tu avais plein d'argent, tout le temps du monde, aucune contrainte. Et très honnêtement, je ne savais pas répondre à cette question. Ce qui m'a vraiment choquée en fait. Je me suis dit, mais en fait, je sais vraiment pas quoi faire de moi. C'est-à-dire que même si j'avais des milliards, plein de temps, à part acheter la forêt amazonienne, je savais pas quoi faire quoi. Enfin, à part des actions altruistes, mais aucune idée en tant que vie professionnelle quoi. Et après la deuxième réponse apportée par Google, c'était mais de quoi tu rêvais quand t'étais petite? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait médecin, vétérinaire, etc. Et en fait médecin, pour le coup ça m'a parlé tout de suite, parce que ça fait vraiment des années que je lis des choses sur les soins alternatifs ou complémentaires, sur le fait de se soigner par la méditation par exemple, de calmer son stress, j'y avais passé du temps en Inde, donc l'Ayurveda ça me parlait, et c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais me lancer dans le soin. Et là je me suis dit il faut que je trouve un truc pas loin. et j'avais regardé pour de l'Ayurveda à la base, mais c'était un peu loin, ça me paraissait un peu insurmontable, et finalement j'ai trouvé cette école de médecine chinoise à côté de chez moi, enfin vraiment j'avais 15 minutes en voiture pour y aller, et je me suis dit tiens, pourquoi pas, je vais aller aux journées portes ouvertes, et c'est de là que c'est parti en fait. C'est marrant. Donc c'est parti. Moi, ça m'a donné des frissons quand tu racontais ça, parce que finalement, t'es comme tout le monde, on est tous pareils
enfin, on est tous pareils, en fait. C'est que on sait pas, c'est compliqué à 18 ans de savoir ce qu'on veut dans la vie. On se lance dans quelque chose parce que finalement, bon, bah, on a une vague idée de ce que ça va être. Peut-être aussi grâce aux conseils de nos parents, de nos amis, de nos profs, et puis on se lance dans un truc, puis après on a des opportunités, puis en fait la vie, comme ça, elle avance, ça s'enchaîne, et puis c'est rare d'avoir des moments justement pour se poser, ou des ruptures qu'on peut vivre qui nous permettent vraiment de réfléchir et de prendre du recul et de se rendre compte que peut-être que finalement ce que je suis en train de vivre, ça me correspond pas tout à fait. J'ai fait ce choix-là à un moment donné de ma vie, mais j'ai changé, j'ai évolué. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et finalement, on n'a pas tous des passions. Tout le monde, moi personnellement, m'a toujours dit mais t'as pas de passion, Morgane, il faut absolument que tu t'intéresses à quelque chose, que tu trouves un truc. Non, moi non plus, j'ai pas de passion, et en fait, je pense qu'on est très très nombreux à ne pas avoir de passion. Et finalement, on va tous sur Google en se disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie, où on prend des bouquins, on regarde des films, et puis souvent on passe pas à l'action. Et toi, ce qui est chouette, c'est que tu t'es dit ok, t'as été très pratico-pratique, je peux faire finalement ces médecins, ça me parle, je veux faire quelque chose qui soit pas très loin de chez moi, donc la médecine chinoise, c'était finalement la bonne option, en tout cas déjà pour voir si ça allait te plaire ou pas. Mais déjà t'as mis le doigt dessus et tu t'es dit je vais déjà aller voir ça. Écoute, ce que tu me dis, ça me parle énormément. C'est incroyable. Mais c'est exactement ça. Et en fait, on est tout le temps en train de se poser des questions, de ruminer sur qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je pourrais faire. Et en fait, ma réflexion à un moment, ça a été simplement de dire, je me lance. Au pire, j'aurais perdu de l'argent. J'ai la chance, j'avais cet argent à perdre. On est d'accord, c'est pas le cas de tout le monde. Mais je me suis dit vraiment, au pire, je vais apprendre des choses et ça m'aura coûté 2000 €. Un peu plus, mais avec les livres et tout. Mais vraiment, c'était ça. À un moment, ma réflexion, ça a été ça. C'était très simple. Et en fait, mais là, ça paraît facile, hein. Mais moi, ça fait des années que je me pose la question de ce que je pourrais faire de ma vie. En fait, je me suis lancée dans le droit, et puis on n'y réfléchit pas quand j'avais 17-18 ans, quand j'ai commencé mes études à la fac. On réfléchit pas est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? On se lance et puis on y va, quoi. Et puis un jour, on a un nouveau métier qu'on fait, puis qui rapporte de l'argent. Et puis, en plus, avocat, waouh, c'est la classe, hein. Les gens, ils sont intrigués quand on dit avocat. Quand on dit juriste, ça, on n'a pas beaucoup de questions, hein, franchement. Mais c'est vrai que il y a un moment, il faut simplement oser faire ce pas et se dire que à la fin, en fait, au pire, on aura appris des choses et on aura un peu moins de sous dans le portefeuille, mais ça, c'est pas grave. Quand on peut, mais au pire on aura appris des choses. Et en fait ça fait partie d'une réflexion plus globale sur pourquoi je suis là sur Terre, à quoi sert cette vie en fait. Moi je pense qu'elle est là pour la connaissance aussi, la connaissance en général, puis la connaissance de soi. Et en fait finalement mes études de médecine traditionnelle chinoise rentrent complètement dans ce cadre, mais complètement. Oui, c'est un lien en fait. C'est un lien. Et en fait ça je l'ai découvert après, que c'était un lien entre cette démarche un peu de quête de soi et puis le côté plus pragmatique, il faut un métier quand même, et puis un métier qui, j'espère, soulagera les autres. Mais ça j'ai découvert après, ce lien. Voilà. Et donc là, ça fait 3-4 ans, c'est ça, que tu donc t'as décidé finalement d'arrêter ton job, de regarder sur Google, de t'inscrire afin d'aller aux portes ouvertes de cette école qui s'appelle comment déjà? C'est l'Institut de médecine traditionnelle chinoise, l'IMTC. Qui est basé donc au Pontet et à Paris, donc au Pontet à côté d'Avignon. Alors on va dire que le siège social, la structure principale, c'est le Pontet historique à côté d'Avignon, et l'école est aussi à Paris, à Bordeaux et à Toulouse. D'accord. Et du coup, t'as fait 3-4 ans, c'est ça? Alors j'ai fini ma 3e année là cet été, je suis en 4e année de médecine chinoise. Là, ouais, super. Ouais. Félicitations. Ouais, c'est super. Et du coup, t'as eu ton diplôme, enfin ton premier diplôme. Voilà, mon diplôme de 3e année de médecine manuelle. Exactement. Qui te permet déjà de pratiquer maintenant. Qui me permet déjà de pratiquer la médecine manuelle, ce qui serait, c'est le massage et en gros de l'ostéopathie chinoise, de la manipulation ostéo-articulaire. Et quand t'as commencé les cours il y a 3 ans et demi, 4 ans, t'es allée à cette école pour voir les portes ouvertes et tout ça. Tu t'es inscrite et est-ce que t'as eu des doutes en fait depuis que tu t'es inscrite pendant les 3 premières années? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit
n'importe quoi, finalement je pars dans une branche, enfin ça m'intéresse, mais peut-être que je divague ou pas. Au contraire, t'étais vraiment sûr de toi, parce qu'il faut quand même une sacrée confiance en soi pour passer du droit à la médecine chinoise. Enfin, je veux dire, c'est un peu le grand écart. Ouais, mais c'était peut-être une mesure désespérée. Alors, je me suis pas du tout posé de questions depuis que j'ai commencé la médecine chinoise, mais pas du tout. Je me suis dit, là, j'ai vraiment... c'est quand même fascinant, c'est une médecine multimillénaire. Ça veut dire que ça fait à peu près 4000 ans que des gens s'interrogent et essaient de discerner la manière dont notre corps fonctionne par l'observation. On n'est pas en train de parler d'expériences scientifiques avec des éprouvettes, tiens, on va donner du Doliprane à, je sais pas, à 10 000 personnes qui ont mal à la tête, voir si ça marche ou pas. Non, on parle de gens là qui depuis 4000 ans observent un peu ce qui se passe dans le corps, regardent, tiens, si je prends cette plante, qu'est-ce que ça va faire? Au début, je pense que ça a commencé avec du massage, la médecine, mais je sais pas comment ils en sont arrivés à l'acupuncture exactement, mais en se disant, mais tiens, ce point, quand je fais ça, ça fait du bien. Et si j'appuyais là-bas, et puis ils ont construit tout un système, et par l'observation, c'est-à-dire, je trouve ça extraordinaire. C'est une médecine qui s'apprend toute la vie, en fait, c'est et ça. Bien sûr, parce que c'est une médecine, mais il y a aussi toute une philosophie de vie derrière. Vraiment, c'est cette patience qu'il y a eu d'observer pendant ces milliers d'années ce qui se passe. Moi, ça me fait de la peine que quelque part un pays comme la France tourne ça au ridicule en disant, ouais, mais on n'a pas fait les expériences avec nos protocoles et tout. Je me dis, mais oh là là, c'est pas possible, on est vraiment trop cons, quoi. Ouais, c'est vrai que ici, la médecine chinoise, l'Orient et l'Occident, ça n'a rien à voir et on fonctionne pas du tout de la même façon. Et puis tu parlais tout à l'heure de cette unité justement corps-esprit. En Asie, c'est évident que l'esprit et le corps sont liés intrinsèquement. Alors qu'ici, finalement, on soigne le corps ou on soigne la tête. C'est vrai qu'on pourrait reprocher à la médecine allopathique de vraiment segmenter les choses. Parfois, ça marche. Pour plein de choses, ça marche. Un bras cassé, une jambe cassée. Mais pour autant, ce qui est intéressant dans la médecine chinoise, mais on pourrait dire la même chose de la médecine ayurveda et sans doute de plein d'autres types de soins, c'est d'aller voir pourquoi on a des tendinites à répétition, pourquoi on a tout le temps mal au ventre, pourquoi on a des règles douloureuses. Donc c'est bien, hein, enfin prendre un cachet, ça fait du bien, il y a pas de souci. Mais en fait, on s'attaque toujours aux symptômes, aux superficiels en fait, sans jamais aller chercher au fond de notre corps quel est le déséquilibre qui cause la douleur, qui cause le mal-être. Et ce qu'on peut constater, hein, enfin de ma petite expérience et de ce que mes professeurs m'enseignent et me disent de leur expérience, c'est que souvent quand même notre esprit, notre manière de vivre les choses a un impact immense sur la santé de notre corps. Tu sous-entendais que tu avais des douleurs régulièrement et finalement tu te rends compte aussi avec la médecine chinoise que en tout cas la philosophie de la médecine chinoise t'a permis de prendre conscience que certains maux étaient dus aussi à ce que tu ressentais. Bah oui, alors moi j'ai des douleurs un peu partout qui ont été dues au stress. Enfin, c'est pas dû au stress, c'est ma réponse à des situations stressantes où il faut répondre en urgence, etc. Je ne sais pas gérer ça sans me faire du mal quelque part. Et puis c'est des années de douleur. À un moment, quand on a mal tout le temps, c'est que ça fait des années et que ça vient progressivement. Ça peut être dû aussi à un choc. Moi, j'ai une douleur qui est, je pense, due à un choc, mais qui ne part pas. Ça aussi, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est toujours là. T'as beau faire des séances, what 1000 séances de kiné, avoir des ostéos, et elle est là, cette douleur. Donc effectivement, je prétends pas que la médecine traditionnelle chinoise ait réponse à tout, et clairement, elle ne va pas soigner tout, hein. Mais au moins, elle a le mérite de se poser la question du lien entre le corps et l'esprit, et ça m'a permis de me questionner et de progresser. D'ailleurs, je conseille souvent la méditation, parce que ça fait du bien. En fait, moi, je trouve que dans la méditation, il y a une chose qui est essentielle, c'est la respiration. Et en fait, ce qu'on oublie de faire, c'est de respirer. Et d'ailleurs, tu viens d'en parler, j'ai pris une grande inspiration. Ouais. Et quand on est stressé, la première chose à faire, c'est de respirer. Tout d'un coup, l'oxygène ça nous calme immédiatement. C'est vrai, mais la première chose qu'on fait en général, en tout cas moi, c'était de me crisper. Complètement, voilà. Comme tout le monde, hein. Je pense que moi, je viens d'arrêter de fumer et j'en parle parce que en fait, j'ai appris un truc il y a pas longtemps. Quand tu fumes, tu aspires de la fumée entre tes incisives, tu ouvres à peine la bouche en fait et l'air passe à peine entre tes dents. Et quand je lisais cet article, je me suis rendu compte de ça, donc parce que sinon tu conscientises pas du tout les gestes que tu fais. Le premier conseil quand tu arrêtes de fumer, c'est de respirer de la même façon que tu fumes.
C'est vrai. Et je le fais du coup depuis quelques jours et ça marche. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de fumer. Parce qu'en fait, je respire. Quand tu fumes, c'est parce que t'es stressé. Enfin, souvent, t'es fumeur, donc t'allumes une clope parce que t'es stressé. En allumant une clope, qu'est-ce que tu fais? C'est que t'as pas besoin forcément de prendre une bouffée de cigarette, t'as besoin de prendre une bouffée d'oxygène. C'est génial. Et ça marche vraiment. Enfin, moi, en tout cas, ça marche. Mais je savais pas. C'est intéressant. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un vrai lien entre le droit, la justice, et la médecine chinoise. C'est qu'en fait, dans la médecine chinoise, t'as aussi le concept de yin et de yang, de chaud et de froid, de noir et blanc finalement, de bien et mal. Et la justice, c'est aussi la notion d'équilibre, de toujours peser les choses. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, je suis pas sûre que notre système juridique actuel soit équilibré parce qu'il a envie de répondre à tout. En fait, là où il est déséquilibré, c'est qu'il est devenu trop compliqué. Alors, un des adages du droit qui est appliqué, c'est que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est impossible. C'est juste impossible. Et finalement, on se rend compte que c'est complètement déséquilibré et injuste parce que des personnes qui n'ont pas de formation juridique vont se planter. Puis les gens qui ont plein d'argent vont pouvoir manipuler le droit et trouver des failles. J'aime bien l'idée des principes généraux du droit qu'on a en France. Le principe du droit français, c'est qu'on a des principes généraux et après on va rentrer un peu dans du détail, quoi. On va les décliner, on va faire des exceptions. Ça, c'est la spécialité française. Si je compare à un système anglo-saxon, on va partir de la vie pratique et de cette vie pratique vont découler des normes et du droit. Donc c'est vraiment l'opposé. En France, on va dire du haut, du principe général, et l'approche anglo-saxonne est très pragmatique. Moi, j'aime bien cette idée de partir du haut, d'avoir des principes généraux. Mais quelque part, ces principes généraux devraient suffire à nous guider. Et quand on rentre trop dans le détail, on rentre dans un système où on essaie de prévoir chaque situation, et c'est impossible, et ça devient déséquilibré parce que ça devient trop compliqué. Donc, les gens qui n'ont pas les moyens ne savent pas utiliser le droit, ne connaissent pas les règles. Et moi, je pense souvent à des gens qui sont venus me voir, qui voulaient créer des sociétés, qui avaient des idées. Au début, je voulais les aider, puis finalement, il y avait toujours, c'était compliqué. Au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, faites votre truc, on verra après. Parce que sinon, vous allez pas le faire. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a tellement de... T'es entrepreneur, donc tu sais ce que c'est. Ouais. C'est trop compliqué, c'est beaucoup trop compliqué, on s'y perd. Je découvre encore des choses. Mais je veux dire, la beauté du droit pour un juriste ou un avocat, c'est que on apprend tout le temps. Mais à un moment, on a un code civil qui est magnifique, faut aller faut rester sur ces principes généraux. Et pour faire le parallèle avec la médecine chinoise, je la trouve bien plus équilibrée que notre droit français. Effectivement, il y a cette recherche de yin, de yang. Bien sûr, c'est pas une recherche de justice, c'est juste une recherche d'équilibre du corps et de l'homme qui s'inscrit entre ciel et terre, dans la nature. La théorie du yin-yang en médecine chinoise, c'est pas juste une théorie qui s'applique au corps humain. C'est en fait le monde fonctionne sur la base du yin et du yang, donc d'un cycle du jour et de la nuit qui se succèdent, du froid et du chaud qui se succèdent, de la vie et de la mort qui se succèdent aussi pour ceux qui croient à la réincarnation. Tout est fondé là-dessus et notre corps n'est que le reflet de la nature en fait. Et il fonctionne de la même manière, avec ce principe de yin-yang et d'harmonie et d'équilibre. Donc je sais pas si vraiment ça c'est une question de justice ou pas. C'est juste une question d'harmonie. De justesse. Ouais, plutôt de justesse. Mais j'avais pas vraiment fait le parallèle avec le droit, sauf peut-être, voilà, moi le seul parallèle que j'ai fait, c'est que quand je me suis lancée dans le droit, je me suis dit que j'allais défendre la veuve et l'orphelin, ce que je n'ai jamais fait. Et là, je me dis que je vais vraiment pouvoir enfin aider des gens à résoudre des problèmes, à soulager leur douleur, en tout cas j'espère. Et voilà, c'est moi ce qui m'a guidée dans ce changement, c'est l'envie d'aider. Et là, voilà, là je sais que je peux faire du bien. Je pense que je me suis perdue dans le droit. Peut-être que si j'avais fait autre chose, je serais restée dans cette voie, mais la manière dont je vois les choses ne convient pas pour une juriste ou une avocate. C'est pas bien de dire que c'est trop compliqué, après tout c'est ce qui rapporte. Finalement, en médecine chinoise, il faut se former en permanence toute la vie parce que c'est tellement vaste. Et puis, enfin, je veux dire déjà, le corps humain et l'esprit humain sont tellement complexes qu'effectivement, il faut se former toute la vie parce que chaque être est unique, chaque cas est particulier. Mais il faut pas l'oublier. En fait, on est tous différents et il y a pas
il n'y a pas une manière de soigner un rhume, en fait. Parce que il n'y a pas une raison pour attraper un rhume, ça va dépendre de la personne. Et oui, je pense que je me formerai toujours. Enfin, franchement, crois-moi, mais quand tu te lances là-dedans et que tu as zéro base d'anatomie, de physiologie, et que tu dois apprendre après la pharmacopée en chinois, ça fait beaucoup d'informations. En plus, tout un système de fonctionnement énergétique du corps. Donc pas du tout ce qu'on nous apprend. Alors, bien sûr, il y a des points communs, mais pour autant, moi, ce que je constate, c'est que ce qu'on fait, ça marche. Donc on peut peut-être pas tout expliquer de la médecine chinoise aujourd'hui, on peut peut-être pas prouver que le souffle qui est dans notre corps, le qi ou l'énergie, enfin chacun l'appelle comme il veut, est là, mais quoi qu'il en soit, déjà moi je le ressens, j'ai une sensation quand même d'autre chose que juste du sang et des liquides organiques, et ça depuis très longtemps. J'ai ressenti des choses différentes qui sont peut-être pas trop acceptées aujourd'hui, mais voilà, moi mon ressenti je le questionne pas, je l'ai senti, donc pour moi c'est une expérience vécue, on n'est pas obligé de me croire, mais moi je me crois moi-même, c'est déjà pas mal. Bon, moi je préfère croire en la magie par défaut que de me dire que ça n'existe pas par défaut parce qu'on me l'a pas prouvé. Mais je suis pas cartésienne moi. C'est une belle philosophie en tout cas. Bah, merci. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais soigner plus qu'une autre? Est-ce que tu aimerais te spécialiser dans quelque chose en particulier? Alors, j'ai juste parlé de mes objectifs à court terme, parce qu'à long terme, je ne sais pas. À court terme, là, je suis en train de me spécialiser dans la médecine manuelle, donc l'ostéopathie chinoise. Une fois que j'aurai fini ma 4e année, je voudrais faire une spécialité d'acupuncture. Après, il y a plein de choses. Donc il y a la partie de massage enfant, tuna pédiatrique, que j'adorerais faire parce qu'en plus j'ai des enfants en bas âge, donc franchement ce serait super. Mais la diététique c'est fascinant, le qigong thérapeutique c'est passionnant aussi. La pharmacopée, bon c'est difficile parce que tout est en chinois dans un premier temps, mais une fois que je connaîtrai, je suis sûre que j'aurai envie de me spécialiser aussi. Et je suis sûre que je trouverai plein d'autres choses. Et ce que j'imagine, c'est qu'à un moment j'aurai un socle vraiment solide, et je pourrais continuer mon apprentissage juste en lisant aussi. Et il y a des classiques, là que je voudrais déjà commencer à lire maintenant, de médecine chinoise, qui sont très anciens, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, la vie est faite d'apprentissage. Moi, je conçois pas ma vie sans apprentissage. J'ai tout le temps envie d'apprendre quelque chose de nouveau et d'approfondir mes connaissances. Et j'ai aussi envie de transmettre. Et même quand j'étais juriste, j'ai beaucoup transmis à une personne justement pour qui le droit était une passion. Ce qui m'a peut-être poussée aussi à changer, parce que j'ai vu une personne passionnée par ce qu'elle faisait, alors que moi, j'étais pas nulle, mais franchement... Le miroir, quoi, en fait. Mais oui, c'est ça, elle m'a renvoyée à ce que je n'avais pas, c'est-à-dire quelque chose qui me passionne vraiment. Mais mon mari aussi, parce qu'il a un métier passion, et il y a plein de gens comme ça. Il y a un moment... je sais pas, tout à l'heure tu disais qu'on n'a pas tous une passion, moi j'ai pas de passion, effectivement. Tout ce que tu disais, c'était le reflet de ce que je ressens. Mais là, j'étudie la médecine traditionnelle chinoise, ça me permet aussi d'approfondir une manière de vivre plus que juste une manière de soigner. Pour moi, c'est important, mais peut-être que je trouve autre chose. Et comment ça se passe justement avec ton mari quand t'as décidé de passer le cap? Comment ça s'est passé dans votre couple justement de changer comme ça, de passer du droit à la médecine chinoise? En plus, ça s'est passé assez rapidement, je crois. Bah oui. Disons que le choix de changer, d'aller explorer un nouveau métier, ça s'est fait vite. Mais entre le moment où j'ai commencé mes études et le moment où je m'installe, ça prend des années. De toute façon, ma première année de médecine chinoise, je travaillais en même temps. Faut juste savoir qu'en France, il n'y a pas d'études à temps plein de médecine chinoise, malheureusement. Ça se passe sur plusieurs week-ends dans l'année, donc ça demande beaucoup de travail personnel pour approfondir. Ça s'est très bien passé avec mon mari, parce que il m'a toujours soutenue dans tout ce que je faisais. Et j'ai appris après coup qu'il trouvait que c'est lui qui a un esprit très cartésien pour le coup, qui se disait non mais c'est quoi cette idée loufoque d'énergétique chinoise et tout. Jusqu'à ce que je lui fasse passer une angine en moins de 24 heures, voilà. Mais là, il a adhéré, il a compris pourquoi, en tout cas pour toi c'était important. Et je pense qu'il a tout de suite compris pourquoi c'était important, mais il s'est dit que c'était peut-être pas complètement des conneries. C'est plutôt ça. Mais il a su tout de suite que c'était important pour que j'ai quelque chose pour moi, qui me ressemble et qui soit mon temps à moi. En fait, on se perd quand on devient maman, on se perd dans la maternité.
mes enfants sont assez rapprochés en âge. Voilà, ça prend du temps. On n'a plus de temps pour, au début, même pour son couple, pour sa féminité, pour ce qu'on aimait faire avant de devenir parent. Hein. Pour les pères, je pense que c'est un peu vrai aussi. Et puis, en plus, si ça va pas au boulot, non, mais là, faut faire quelque chose. Ouais, il y a un moment donné, faut se lancer dans autre chose, quoi que ce soit. C'est pas forcément un nouveau métier, mais ça peut être une activité sportive, artistique, aller marcher seul. Enfin, savoir se retrouver seul avec soi-même, pour moi, c'est quelque chose d'important, quoi. J'ai du mal à comprendre les gens qui en ont pas besoin, en fait. Je pense que tout le monde en a besoin. Je pense que il y a plein de gens qui ne se l'autorisent pas aussi. Ouais, qui en ont peur, peut-être aussi. Ou qui en ont peur, qui ont peur aussi de se retrouver face à eux-mêmes, ou. Ouais. Peut-être. Moi, je dis toujours, c'est le début de mon introduction au podcast. Pour moi, la vie, c'est comme un échiquier. Il suffit de bouger une pièce et tout le reste du jeu bouge. Parce que dès que tu changes une chose dans ta vie ne peut plus jamais être pareille qu'avant. Et t'es pas obligé de changer toute ta vie. Il suffit de changer une habitude, un détail. Je pense que chaque chose qui se passe dans sa vie, chaque réflexion qu'on mène, chaque livre qu'on lit, chaque rencontre qu'on fait, nous change. Et parfois, quand on regarde le passé, on comprend pourquoi on en est où on en est. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, moi, pour le coup, je l'ai fait, cette rétrospective, en me disant, bon, je fais de la médecine traditionnelle chinoise, mais qu'est-ce qui m'y a amené? Et c'est extraordinaire. Bon, il y a la petite fille qui voulait devenir médecin, certes. Et moi, je pense souvent à ma tante qui est très versée dans la spiritualité, qui m'a... Et franchement, autant vous dire que j'étais hyper réfractaire à ça. Mais quand je vois tout ce qu'elle m'a apporté, j'ai envoyé un message il y a pas si longtemps pour lui dire merci. Parce que finalement, c'est son chemin de vie qui m'a guidée, mais aussi plein de rencontres. Plein de rencontres et plein de choses qu'on m'a dites, et même quand on lit, et je suis une spécialiste des livres qui sont pas des trucs de philo, machin, qui sont censés révolutionner notre âme et notre vie, même le moindre petit livre, il y a des phrases et qui nous parlent, quoi. Même dans les trucs pour adolescents, moi j'adore les trucs fantastiques pour ados, je trouve ça génial, mais il y a plein de choses passionnantes et finalement on interprète chacun les choses d'une manière ou d'une autre et on prend ce qu'on a envie de prendre, mais tout ce qui se passe dans notre vie arrive dans un but précis, moi j'en suis convaincue, et tout ce qui, voilà. Et magique. Du coup, ça nous amène quelque part. Et parfois on stagne. Parfois on stagne aussi, ouais, c'est sûr. Et c'est pas facile. Et ça fait peur de changer. Je le comprends. Enfin, ça fait peur je comprends que ça fasse peur, ouais, de changer. Moi, ce qui me fait peur, c'est de pas bouger, en fait. C'est peut-être pour ça que j'aime déménager toutes les quelques années. Je pense que ça me fait peur de rester au même endroit. Ouais, moi je suis comme toi, moi je peux pas rester, enfin tu vois, ça fait des années que je vis un peu la même chose, même si c'est passé plein de choses super et que la vie a fait que finalement il a fallu que j'en passe par cette étape-là pour comprendre et pour bouger aujourd'hui, parce que rien n'arrive sans rien en fait, enfin voilà, tout a une signification. Mais finalement, ça fait 5 ans que je me dis, il faut que je change quelque chose, et que j'arrivais pas parce que j'étais prise dans ce tourbillon de la vie où ça n'arrête jamais, et où du coup t'arrives pas à faire pause en fait. T'as juste envie de faire pause et te dire, attends, il faut que je réfléchisse, mais c'est très très difficile. Et parfois, heureusement, on a un petit coup de boost de la vie. Et moi, en ce moment, mon coup de boost, c'est le Covid. Enfin, c'est le confinement, pas le Covid, mais le confinement. Et ça m'a bien boosté, et j'espère que ça va donner aussi un élan à plein de gens, ce confinement, ou toutes les autres choses qui peuvent arriver dans la vie en fait. Mais c'est important parfois de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de se dire, bon, maintenant il faut arrêter d'attendre en fait, et les choses n'arrivent pas toutes seules, il faut aussi provoquer. Il faut vraiment croire qu'on peut y arriver aussi. Je vais donner un exemple, mais quand j'étais à l'école d'avocate, donc je m'étais mise pour fixer pour objectif de partir faire un stage en Inde. Et je m'étais fixée, je m'étais dit que je le ferais dans 6 mois, quoi, en gros, 8 mois. Et là, une copine m'appelle en me disant, Fanny, il y a une annonce pour un stage en Inde. J'ai dit, non mais, truc de fou. Bon, j'ai tout de suite appelé, etc. Et parfois, quand on veut vraiment quelque chose, en fait, les choses se mettent en place seules aussi. Ça, c'est bien. C'est le plus facile. Parfois, on se pose des milliards de questions, enfin, tout le temps, peut-être même.
il y a un moment, en fait, c'est ces questions qui nous font stagner, parce que comme on s'en pose plein, on a envie d'avoir des réponses avant de commencer quelque chose. Et en fait, c'est pas toujours possible, parce que sinon, ça prend 10, 15, 20 ans. C'est un peu dommage, c'est marrant, parce que j'ai donné ce conseil à une amie il y a pas longtemps. Elle me disait, tiens, là, avec mon mari et nos enfants, on a décidé qu'on irait faire un tour du monde en 1 an ou 2, etc. Et comme ça, quand je rentre, je me lance dans quelque chose de nouveau. Je lui dis, écoute, fais attention, parce qu'en fait, peut-être que tu vas te passionner pour quelque chose qui prend du temps. Je dis, mais regarde dès maintenant ce qui pourrait t'intéresser, regarde les formations qui existent en France, ou peut-être à l'étranger, pourquoi pas, combien de temps ça prend, et en fait, lance-toi, si c'est long, lance-toi. Le temps que tu fasses ton tour du monde, que tu économises 2 années, que tu fasses ou 3, que tu fasses ton tour du monde, que tu reviennes, t'auras fini ta formation, tu pourras te lancer dans un nouveau métier. Donc effectivement, c'est vrai qu'il faut se lancer. Il y a un moment, faut arrêter de réfléchir, faut se lancer. Si on se trompe, on se trompe. De toute façon, on aura appris des trucs. Donc c'est pas grave, mais il faut à un moment se lancer, je pense, parce que moi, en tout cas, mon défaut, c'est de trop réfléchir. C'est pour ça que j'ai fait du droit. Ouais, mais c'est vrai, mais on réfléchit trop, et puis plus on se pose de questions, plus on trouve des réponses, mais des réponses qui sont finalement très hypothétiques, parce que on les fait pas, donc on sait pas ce qui va vraiment se passer. C'est une réponse dans notre tête, donc avec toutes les barrières que ça implique, etc. C'est hyper subjectif. C'est ça. Il n'y a pas de réponse objective, surtout quand la question c'est qui suis-je, pourquoi suis-je sur Terre. Question existentielle. Voilà, avec ces questions existentielles. Voilà, moi je pense qu'il faut se lancer, faut pas hésiter. Quand on peut, faut y aller. Puis même, je veux dire, on peut être malheureux on peut peut-être être mal dans son métier, peut-être qu'on a des collègues qui nous conviennent pas, peut-être que c'est pas assez intéressant. Je pense que on peut quand même se sentir mieux, peut-être juste en respirant, en se posant, en se disant voilà, je vais arriver aujourd'hui en me disant que je vais faire du bien à quelqu'un. Alors c'est peut-être pas le métier passion, mais dans tout ce qu'on fait au quotidien, si on met une intention positive, déjà on sera mieux. On sera mieux. Même si on fait bien son travail, même si on ne l'aime pas, qu'on trouve inintéressant, au moins on sait qu'on a bien bossé et qu'on a apporté quelque chose de positif. En plus, on donne un bon exemple aux gens qui nous entourent, à nos enfants. Et en plus, si on l'a fait avec le sourire et en parlant avec douceur et avec gentillesse aux gens qui nous entourent, on aura fait du bien à plein de gens, en fait. Ouais. C'est important. Donc moi je sais que j'ai de la chance de pouvoir changer de métier, parce que j'ai un mari qui me soutient financièrement aussi, parce qu'en plus on a changé de ville, ce qui fait que j'ai fait une démission pour suivi de conjoint, j'ai eu droit au chômage dans un endroit où de toute façon il n'y a pas de place pour une juriste. Enfin voilà, je veux dire, les étoiles se sont alignées, tant mieux pour moi. Mais j'ai bien conscience que c'est pas le cas de tout le monde, qu'il y a des gens qui ont absolument besoin d'avoir de l'argent là tout de suite, ils peuvent pas attendre d'avoir fini une formation sur 5 ans ou 4 ans ou 3 ans. Mais il faut essayer de trouver de la satisfaction dans tout ce qu'on fait, finalement. Franchement, je dis pas que j'y arrive, mais faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Faut faire les choses avec amour. Faut essayer. Et au présent. Oui, voilà. Faut essayer d'être au présent, de se déconnecter du téléphone, de la télé, même de la musique, même d'un livre, parfois juste s'asseoir. Du silence. Ouais. De se retrouver avec soi-même. Moi, j'aime le silence. Moi aussi, j'aime le silence beaucoup. Moi, j'ai un exercice que j'ai fait, que je te conseille, que je conseille à tout le monde, que je trouve absolument génial et qui fonctionne vraiment. C'est de te dire, quand justement ça va pas, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme bonne nouvelle demain ? Qu'est-ce que j'aimerais recevoir comme bonne nouvelle demain ? Et je t'assure que quand ça va pas et que tu sais plus comment tu t'appelles, ce que tu veux, où tu vas, bref, que t'es dans des moments de doute, quand tout d'un coup tu dis qu'est-ce que j'aimerais recevoir, parce que souvent on se dit j'aimerais bien recevoir une bonne nouvelle, quand même ça me ferait du bien. Oui, mais en fait quand on dit oui, mais ça serait quoi la bonne nouvelle ? Et souvent t'es là je sais pas en fait, parce que dans mon boulot une bonne nouvelle je vois pas trop, finalement il y aurait rien qui serait une bonne nouvelle, et du coup ça te met un peu un électrochoc. Dans ma vie perso, avec mon mec ou avec ma nana, bof, avec mes enfants, ils font déjà leur vie à droite à gauche. Et finalement, ça te ramène à oui, mais j'ai envie d'avoir une bonne nouvelle, donc du coup, j'ai envie de créer quelque chose de positif, ou en tout cas, il faut que je mette quelque chose en place pour pouvoir recevoir une bonne nouvelle.
J'adore. Non, mais c'est vrai, franchement, essaye. Mais Moi, en tout cas, pour moi, ça marche pendant pas que tu mal. parlais, ça m'a pris un peu de temps. Ouais. Ouais, en tout cas, tu vas voir, ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais... Moi, ça m'a pris plusieurs semaines, mais mais j'ai ma bonne... Ça y est, je l'ai, moi, ma bonne nouvelle de demain. Tu peux nous dire ou pas? Ah oui, bon, ce serait que mon père soit guéri. Hein. Ah, ouais, ça, ce serait une super bonne nouvelle. Ouais, ce serait une bonne nouvelle. Voilà. Quand est-ce qu'il est tombé malade, ton papa? Écoute, il a eu un premier cancer de la gorge, je crois que c'était maintenant il y a 3 ans et demi, qui a été soigné. Ça a pris 1 an, et puis bon, il a fait chimio, radiothérapie, machin, ça a été soigné, puis après, 1 an après, il a rechuté, quoi. Et là, ça va faire 1 an et demi, ouais. Voilà. Bon, ouais, je touche du bois et j'envoie des bonnes énergies. Ouais, tu peux, ouais. Mieux. On verra. Mais du coup, il y a 3 ans et demi, c'est pas au moment où t'as commencé ta formation? Bah tiens, c'est intéressant. J'avais pas fait le lien, je suis pas sûre. Ce serait intéressant, mais c'est pas certain du tout. Et en fait, je n'aime pas m'attacher aux dates. Parce que je n'aime pas avoir une date anniversaire de quelque chose de malheureux, en fait. Non, bien sûr, non. Ouais. Bah, je te souhaite en tout cas que ta bonne nouvelle arrive demain, très vite. Ce serait top. Avec tout ce que tu sais aujourd'hui, à 37, presque 38 ans, ouais. Tu aurais su tout ça en étant plus jeune. Est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Je pense que j'aurais jamais fait du droit. Très honnêtement, je pense que je n'aurais pas fait du droit parce que j'aime bien la machine intellectuelle. Hein, j'adore faire travailler mon cerveau, mais j'aime bien aussi faire travailler mon corps. Et déjà, rien que ça m'aurait mis sur la voie d'un autre métier. J'aurais eu, oui, avec ce que je sais aujourd'hui, j'aurais eu des relations plus apaisées avec ma mère. Enfin, moi, j'adore une phrase de Lise Bourbeau là, qui est un auteur. Et qui dit que, enfin, c'est approximatif, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est que il n'y a pas de gens coupables, responsables de nos malheurs, hein, en gros, ou de nos peines. Il n'y a que des gens en souffrance. Et ça, si on le gardait à l'esprit en permanence, on ferait preuve de beaucoup plus de bienveillance les uns envers les autres. Et si j'avais lu les accords Toltec et compris ces accords Toltec, j'aurais moins souffert aussi des remarques du jugement. Voilà, oui, il y a plein de choses. Effectivement, je me rends bien compte aujourd'hui, même dans ce que je transmets à mes enfants, de savoir se détacher de l'opinion de l'autre. Moi, quand ma fille me demande ce que je pense d'un de ses dessins, je lui demande d'abord, mais toi, est-ce que tu l'aimes? Elle me dit en général, oui, maman. Je dis, c'est tout ce qui est important. Mais dis-moi quand même, j'aime bien ma fille. J'aime bien. C'est joli, c'est très joli. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça devrait se passer, je pense aussi. Ouais, c'est important. En fait, ce qui compte, c'est comment on se sent. Quelque part, est-ce que le but de la vie, c'est pas de retrouver ou de trouver qui on est vraiment tout au fond de nous, hein, le moi, le soi, je sais pas comment ça s'appelle en psychologie ou en philosophie, mais en fait, c'est cette espèce d'âme magnifique qui est dépouillée de tous les préjugés, de tout ce qu'on t'a pu lui plaquer dessus, de t'es comme ci, t'es comme ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Personne n'en sait rien. Hein. Et je dis pas que je le fais pas, hein. Moi sur mes enfants c'est difficile de pas leur dire ça c'était pas gentil, ça c'est méchant. C'est terrible de dire ça à un enfant, mais parfois c'est vraiment, enfin on a vraiment l'impression que c'est méchant. Et en fait dans leur esprit ça l'est sans doute pas. C'est difficile d'être sans jugement. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Hein. Moi, je connais peu de personnes qui sont sans jugement, ou en tout cas qui ne l'expriment pas. Quand je suis auprès de ces personnes, moi, je pense par exemple à mes beaux-parents, je suis soulagée d'un poids parce que peut-être qu'ils vont penser certaines choses de moi, mais en tout cas, j'ai le sentiment d'être acceptée pour qui je suis et de pouvoir parler très ouvertement avec eux. Et ça, je trouve que c'est un cadeau magnifique à faire aux autres de les accepter tels qu'ils sont et de prendre ce qu'il y a de bon et puis ce qu'il y a de mauvais, bon, de les laisser être. Faut laisser les gens être, ouais. Puis si vraiment on peut pas supporter, il suffit de pas les voir, hein, les gens. C'est vrai. Finalement, donc t'as eu ton diplôme de 3e année. Là, tu fais donc une 4e, une 5e année et peut-être encore 15 ans d'apprentissage derrière ou plus. Mais en tout cas, maintenant, tu peux commencer à pratiquer. Ouais. Et donc tu t'installes bientôt? Écoute, j'ai créé mon auto-entreprise depuis le 12 novembre, mais il y a le Covid.
Du coup, c'est pas une très bonne période pour commencer, mais c'est pas grave, j'ai le temps de bosser mes cours pour le coup. Mais j'ai hâte, franchement, j'ai hâte que cette période, qu'il y ait vraiment du changement pour le coup, même si effectivement, le confinement, tout ça, ça peut apporter du bien. Il y a des aspects positifs, mais il y a quand même malheureusement beaucoup d'aspects négatifs et notamment la misère de beaucoup de gens. Et du coup, j'ai hâte que ça se termine. Et puis moi, personnellement, ça me permettra de vraiment me lancer, d'accueillir plus sereinement les gens. Voilà. Ouais, je suis contente, moi. Je suis hyper contente de me lancer. Ouais, je suis super contente pour toi aussi. Merci. Et je te souhaite plein de succès et plein de bonheur et une très bonne santé pour toi et tes proches. Merci beaucoup, Morgane. C'est très gentil. Dans cet épisode, j'ai récolté pour vous plusieurs petites clés que je vous invite à mettre en pratique ces prochains jours. 1. Respirer en pleine conscience pour se reconnecter à soi-même et faire baisser notre stress. 2. Passer du temps seul et apprendre à s'ennuyer pour se recentrer. 3. Changer une petite chose de son quotidien, une habitude, un détail, ajouter une nouveauté pour faire bouger sa vie. 4. Tester des nouvelles choses, goûter. N'oubliez pas, chercher c'est agir pour trouver. 5. Se rappeler que les autres ne sont en général pas responsables de nos malheurs ou de nos peines. Ils sont malheureusement tous en souffrance. 6. Et pour finir, je vais vous demander de réfléchir à cette phrase cette semaine. Quelle bonne nouvelle aimeriez-vous recevoir ? Une augmentation par exemple ? Alors activez les choses, osez demander pour que cela puisse au moins avoir la possibilité d'exister. Et pour être sûr de ne pas oublier toutes ces astuces, contactez-moi afin de vous inscrire à la newsletter. J'espère que l'expérience de Fanny et les petites clés récoltées aujourd'hui vous aideront à prendre l'élan nécessaire pour aller là où vous avez envie d'aller, pour devenir ce que vous voulez être au plus profond de vous, pour être tout simplement plus heureux. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout où cela vous est possible et parlez-en autour de vous. Sachez que c'est grâce à vos actions que je pourrai continuer l'aventure Provoque. Alors pensez aussi à ajouter un chouette commentaire et à m'envoyer vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir le premier épisode de Provoque qui vous explique qui je suis et ce pourquoi j'ai créé ce podcast. Merci à tous et rendez-vous dans le prochain épisode avec Boutsi qui s'était destiné à faire de l'économie et qui est pourtant devenu magicien, conférencier et expert en créativité. À la semaine prochaine.